vidéo fait partie d'une série de vidéos pédagogiques réalisées à l'aide de l'outil NotebookLM de Google, mais uniquement à partir de contenus dont je suis l'auteur. On a souvent l'impression que les industries naissent, grandissent et meurent un peu au hasard. Mais en fait, pas du tout. Il y a un cycle, un schéma quasi prévisible derrière tout ça, qui explique la montée et la chute des géants. Et aujourd'hui, c'est ce cycle qu'on va décortiquer ensemble. Et ça, c'est la question centrale. Pourquoi une technologie décolle et domine tout un secteur, pendant que d'autres, parfois même meilleurs sur le papier, finissent aux oubliettes? Eh bien, la réponse n'est pas juste une question de chance. Il y a une vraie logique, un cycle qui détermine tout ça. Alors, allons voir ça de plus près. Voilà le programme. On va d'abord regarder le modèle en lui-même, puis on va plonger dans chaque phase du cycle, une par une. Et on terminera en analysant les forces de ce modèle, mais aussi ses limites. Allez, on y va ? Bon, entrons dans le vif du sujet. Le cadre qu'on va utiliser pour tout comprendre, c'est le modèle d'Abernathy-Utterbach. C'est un grand classique, mais il est toujours incroyablement pertinent pour comprendre comment l'innovation façonne une industrie, depuis sa naissance un peu chaotique jusqu'à sa pleine maturité. En gros, ce modèle décompose la vie d'une industrie en 3 grandes étapes. D'abord, la phase fluide, le moment de toutes les expérimentations. Ensuite, la phase de transition, où un standard commence à émerger. Et enfin, la phase systémique, où tout semble bien stable, bien en place, du moins en apparence. Et bien sûr, chaque phase a ses propres règles du jeu. Commençons donc par le commencement, la fameuse phase fluide. Pour se faire une idée, il faut imaginer le Far West, mais appliqué à une nouvelle industrie. C'est une période de bouillonnement, où absolument tout est possible et où rien, mais alors rien, n'est encore joué. À ce stade, il n'y a pas de bonne réponse. On voit plein de technologies différentes qui s'affrontent sur le marché. L'innovation est radicale et elle tourne autour d'une seule question fondamentale. Mais au fait, à quoi ce nouveau produit doit-il ressembler ? Ce chaos initial, c'est un terrain de jeu parfait pour les petites entreprises agiles. Les grands groupes, eux, sont souvent trop rigides, ils ont du mal à suivre. Du coup, le marché est très fragmenté. Beaucoup d'acteurs tentent leur chance et beaucoup disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Et le point crucial ici, c'est que toute l'énergie est concentrée sur l'innovation du produit, lui-même, pas du tout sur la manière de le fabriquer. Les usines doivent rester super flexibles parce que le design peut changer du tout au tout. L'efficacité, ce n'est pas encore l'objectif. Un bon exemple, ce sont les débuts de l'automobile. Au début du XXe siècle, personne ne savait si la voiture du futur serait électrique, à vapeur ou à essence. Chaque technologie avait ses défenseurs. C'était la définition même de la phase fluide. Alors, comment est-ce qu'on sort de ce chaos ? C'est là qu'on entre dans la deuxième phase, la phase de transition. Et là, les règles du jeu changent radicalement, parce qu'une formule gagnante commence à s'imposer. Et cette formule, c'est le concept clé à retenir, le design dominant. Attention, ce n'est pas forcément la meilleure technologie qui gagne. C'est simplement celle qui, pour tout un tas de raisons, s'impose et que tout le monde se met à copier. C'est le vrai point de bascule de l'industrie. L'histoire du PC est un cas d'école. On est passé de kits pour passionnés, comme l'Altair, à des systèmes plus intégrés, comme l'Apple II. Mais c'est l'architecture ouverte de l'IBM PC qui a tout changé. C'est devenu le standard de fait, celui que tous les clones ont copié, fixant le design dominant pour des décennies. Mais pourquoi est-ce que ce design dominant se verrouille ? C'est un effet boule de neige. Plus il est adopté, plus il devient attractif. Les coûts de production baissent et surtout, tout un écosystème de logiciels et de produits compatibles se développe autour. C'est un cercle vertueux extrêmement puissant. Et c'est là qu'a lieu le grand basculement. Une fois le standard établi, la question n'est plus quoi fabriquer, mais comment le fabriquer moins cher et mieux. La compétition se déplace du produit vers le processus. L'innovation devient alors beaucoup plus incrémentale. Ce qui nous amène à la phase finale, la phase systémique. L'industrie est mature, les processus sont optimisés à l'extrême, tout semble stable. Mais c'est justement cette rigidité qui crée de nouvelles failles. Et c'est là que le piège peut se refermer. Les entreprises en place deviennent tellement efficaces dans leur routine qu'elles finissent par avoir des œillères. Elles deviennent aveugles aux menaces qui ne viennent pas de leurs concurrents traditionnels. Et il y a 2 types de menaces qui peuvent tout faire exploser. D'un côté, l'innovation architecturale. On réassemble les mêmes briques différemment, ce qui rend l'expertise des anciens totalement obsolète. De l'autre, l'innovation de rupture. Un nouveau venu arrive par le bas du marché avec un produit moins bon au début, mais qui finit par tout balayer.
L'industrie du disque dur est l'exemple parfait. Les leaders étaient concentrés sur les gros disques de 14 pouces pour les gros ordinateurs. Ils ont complètement ignoré les petits disques de 8 pouces, jugés pas assez performants. Sauf que ces petits disques ont créé un nouveau marché, celui des mini-ordinateurs, avant de s'améliorer au point de détrôner les anciens leaders sur leur propre terrain. Et le cycle s'est répété encore et encore avec des disques toujours plus petits. Alors, que retenir de tout ça? Que ce modèle est un formidable outil d'analyse, vraiment. Mais ce n'est pas une boule de cristal. Il faut l'utiliser avec nuance, car la réalité est toujours plus complexe. Ce qui est vraiment puissant, c'est que chaque phase correspond à un type de stratégie gagnante. Les prospecteurs explorent durant la phase fluide, les analyseurs optimisent pendant la transition, et les défenseurs protègent leurs acquis dans la phase stable. Ça donne une grille de lecture stratégique très claire. Bien sûr, il y a des exceptions. Certaines industries, comme la production d'énergie, font cohabiter plusieurs technologies. L'automatisation moderne peut aussi brouiller les pistes entre flexibilité et efficacité. Et parfois, une innovation de produit vraiment géniale peut encore tout changer, même sur un marché mature. Et voilà la question finale que ce modèle nous invite à nous poser. Si on observe des industries comme le streaming vidéo, les véhicules électriques ou l'intelligence artificielle, dans quelle phase se trouve-t-elle ? En appliquant cette grille de lecture, on peut commencer à anticiper les prochains grands bouleversements. On peut alors se demander laquelle sera la prochaine à être totalement transformée.